Regarde en avant. Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenaie, situé au 1400 rue Yves Blais. Nous sommes en édition studio sans contact. Aujourd'hui, une émission qui va dans toutes les directions plus que jamais. Avec notre deuxième invité, nous allons explorer les dessous d'un métier trop souvent passé sous silence, un service essentiel très exigeant qui demande beaucoup de tact et parfois de patience. Nous recevons Latif El Khoury, qui est propriétaire de dépanneur, qui aura toutes sortes de choses étonnantes à nous raconter. Mais tout d'abord, notre première invitée, elle a un parcours professionnel et académique particulièrement bien garni. Elle est professeure émérite au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle a complété son doctorat également en psychologie à l'âge de 42 ans, spécialisée en addiction et dépendance, et possède une vaste expérience de terrain. Pardon. Nous allons donc parler d'un sujet chaud et d'actualité aujourd'hui, soit l'alcoolisme. Je vous présente une femme dont le cœur et l'énergie ont toujours été au rendez-vous et dirigée vers l'entraide et l'enseignement. Dr Louise Nadeau. Bonjour Louise. Bonjour. Ça va bien? Mais ça va très extrêmement très bien. Ah ben ça, j'aime ça, cette réponse-là. Je te souhaite la bienvenue à l'émission. Ben merci beaucoup. Parce que je sens que nous aurons toutes sortes de choses à raconter. Ça va toucher les gens, c'est certain, parce qu'en cette période de COVID, il y a plus d'alcoolisme. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours académique pour commencer. Question de situer les gens aussi, de les mettre en confiance par rapport à ton expertise. Parce que tu es docteur en psychologie avec une spécialité addiction-dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que je me suis souvent posé la question, comment ça se fait que les femmes alcooliques avaient plus de détresse psychologique que le gars? Et ce qui ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas. Et je me suis aussi posé la question, comment ça se fait que la survenue, c'est-à-dire l'âge à laquelle les personnes viennent en traitement, que pour les femmes, c'était 5 ans plus que les gars. Ah oui? Voilà. Alors là, je me suis dit, bon. Et puis ensuite, quand j'ai lu la documentation, puis aussi ce que j'avais entendu, il devenait évident que les femmes alcooliques avaient souvent, plus que les hommes, vécu des événements très menaçants. C'est-à-dire, et la COVID est un événement menaçant, c'est très, très utile à l'heure actuelle d'avoir fait ma thèse là-dessus, mais je regardais les séparations, la maladie d'un enfant, un déménagement non voulu, une union très malheureuse. Donc, et effectivement, je suis allée à Londres dans un lieu où on travaillait très explicitement sur la dépression des femmes. Et je me suis dit, il y a des femmes qui deviennent déprimées. De fait, il y a beaucoup de détresse psychologique à l'heure actuelle dans la population canadienne puis dans la population du Québec. Mais il y a aussi parmi les gens qui ont de la détresse, des gens qui décident de s'auto-médicamenter par de l'alcool. C'est ça. Et donc, ça aide à passer. Ça aide à passer. Alors, on a l'illusion que c'est une bonne pilule, c'est un bon médicament. Et, tu sais, mais la SAQ n'est pas une pharmacie. Non, puis c'est une solution à court terme parce qu'à long terme, ça peut être très dévastateur. À long autant terme, physiquement que c'est dévastateur, il n'y a aucun doute. Aucun doute. On n'est même pas obligé de parler au conditionnel ou au subjectif. Fait que, puis les gens de Londres travaillaient là-dessus, sur les événements menaçants qui avaient amené des femmes à être déprimées. Fait que j'aurais demandé si je pouvais aller travailler avec eux. Ils n'avaient jamais travaillé sur la survenue de l'alcoolisme, mais à Londres, il y avait du monde qui travaillait très bien sur les questions de l'alcool. Donc, j'ai un petit peu combiné les deux. Et finalement, ce qu'on a ressorti, c'est une chose assez importante. C'est que pour qu'une épreuve, parce que c'est ça dans le fond, une menace, c'est une épreuve. Quand une épreuve arrive et que cette épreuve-là te rend malade, c'est souvent que tu as été vulnérable. Et donc, la vulnérabilité. Et quand on a écouté des histoires d'alcooliques, puis moi j'avais travaillé à Portage, donc j'avais beaucoup écouté des histoires d'hommes et de femmes qui avaient pris de la dope, et ce qui ressortait souvent, c'était que la vie de famille n'avait pas toujours été ce qu'elle aurait dû être. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient de trop. Il y avait de l'indifférence parentale. Il y avait, et j'ai retrouvé ça souvent, c'est la cause numéro 1. Des enfants qui ont été battus, qui restaient encore des marques. Il restait aussi, tu sais, il ne faut jamais oublier qu'il y a 50% du monde qui viennent en traitement,
Et probablement 50% du monde dans le mouvement des alcooliques anonymes dont les parents étaient alcooliques. Oui, ça n'aide pas. Ouais. Louis, j'aimerais qu'on reste par contre, OK, oui, parce que là, on dérape un peu. Je veux qu'on reste sur ton parcours. Oh, mon parcours. Parce qu'après ça, je vais y aller avec les questions de fond, fais-toi-en pas. Tu es aussi professeur émérite en psychologie en dépendance. Ça veut dire quoi, ça? Bon, en quelques phrases. OK. Oh, peut-être. Alors, dans l'univers de l'université, les gens qui deviennent émérites sont les professeurs qui, selon l'université, ont vraiment fait une marque. Oui. Puis une des choses qui s'est passée dans ma vie, c'est que j'ai été aux instituts de recherche en santé. Et puis j'ai été la vice-présidente du CA. Donc, j'ai beaucoup collaboré à ce que la recherche en santé soit pas juste biomédicale, mais intègre aussi des facteurs sociaux, puis que tout ça soit intégré. Pour mieux comprendre et pouvoir affronter les situations. Oui, puis que c'est vrai aussi qu'on fasse la schizophrénie. Les patients qui ont de la schizophrénie, qui ont une famille qui les soutient, un réseau qui les soutient, ils vont mieux. C'est ça. Et c'est vrai aussi des gens déprimés. Donc, d'arriver à comprendre, oui, notre cerveau va pas bien, oui, il y a l'environnement. Puis il y a l'environnement. Puis est-ce qu'on est capable, en recherche, de travailler de manière intégrée? Et je pense que ça a été un peu ça mon apport. Et aussi, après mon doctorat, on a beaucoup travaillé sur le fait que les femmes qui avaient plus de comorbidité, donc de détresse psychologique, comment on travaille avec des personnes alcooliques, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont aussi de l'anxiété puis de la dépression. Pour terminer, si tu ne soignes pas ton anxiété, tu vas faire une rechute. Exactement. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Tu te définis comme une amie des AA. Toi qui as eu ton premier meeting il y a 40 ans. Mais tu ne te vois pas comme une alcoolique. Tu es une buveuse sociale, comme on dit. Oui, moi, je suis une buveuse sociale. Voilà. Non, ce qui ne veut pas dire que... comment te dire simplement? Ça ne veut pas dire une position de supériorité. La réalité, c'est que je n'ai jamais développé de dépendance à l'alcool, mais je fais partie du monde qui pense que l'alcool, c'est à gérer avec précaution. Oui, c'est ça. Quand on parle de l'alcool, justement, toi, je veux te... Comment l'alcool est perçu, disons, comparativement à il y a 40 ans? La consommation avant était carrément banalisée. On buvait au volant avec la caisse de 12 sur le siège. Puis maintenant, avec toutes les campagnes de publicité, c'est devenu un crime. Je pense que les gens sont socialement, si on oublie la COVID, là, disons dans la dernière année, socialement peut-être plus conscients des dangers. Es-tu d'accord avec ça? Bien, c'est parce que moi, je vais te parler en termes de chiffres. Hein. Les scientifiques, ça parle en termes de chiffres. C'est ça. La grosse consommation d'alcool, c'est la fin des années 77-80. C'est au moment où les urgences n'en peuvent plus. Il y a des gens polytraumatisés qui arrivent dans les urgences parce qu'il y a eu des accidents. L'époque des discothèques. L'époque des discothèques, à vrai dire, quand j'avais 20 ans. Et là, je ne parlerai pas de mes 20 ans ici parce que c'est inapproprié. Alors, parce que tu en as trop fait des mauvais coups à 20 ans? C'est là que j'ai appris que l'alcool est un produit à utiliser avec précaution. Et donc, c'est les grandes années de consommation. Mais tu sais, il faut toujours se rappeler que les Français sont arrivés avec des vignes, que sous le régime français, il y avait déjà des brasseries. Donc, je peux t'en parler, mes grands-parents étaient français et belges. Bon, c'est ça. Donc, alors, ils consommaient des litres d'alcool significatifs, probablement. L'alcoolisme, justement, peut-être je pourrais clarifier ma question. Ça a évolué dans quel sens? Parce que la définition de l'alcoolisme n'est pas la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a 40 ans. Et ma sous-question, à quel moment on est un alcoolique? Bon, là, ça, c'est des questions difficiles. Les définitions sont inséparables de tout ce qui s'appelle la nosologie psychiatrique. C'est-à-dire à quel moment, oui, c'est un mot en 4 syllabes difficile. Alors, à quel moment on a réussi à ce que toute la planète s'entende sur ce que c'est une dépression, ce que c'est que de l'anxiété, ce que c'est qu'une dépendance à l'alcool, ce que c'est qu'une dépendance aux drogues, ce que c'est que la schizophrénie. Tu peux juste imaginer que ce qu'on définissait comme de la dépression à Londres, c'était pas la même affaire qu'à New York. Puis si tu voulais que les pilules soient efficaces, tu avais vraiment besoin de t'entendre sur qu'est-ce qu'on soigne ici, et deuxièmement, c'est-tu efficace, oui ou non. De la même manière, on a commencé à faire de la recherche pour convenir ce qu'était une dépendance à l'alcool. Moi, je vais te définir ça de manière plus simple. Oui, on va vulgariser un peu. Oui, c'est ça. Une des choses importantes, c'est d'abord une expérience subjective, c'est-à-dire que tu es habité dans ta tête
par la consommation d'alcool. Tu es habité par ta tête que si tu bois pas, tu n'es pas bien. Alors ça, c'est la première chose. C'est d'abord une Puis expérience. ça, c'est l'autoprogrammation qui aide aussi. C'est un envahissement de la vie subjective de la personne. L'autre chose déterminante, c'est qu'il faut que tu aies des problèmes, mais des problèmes qui sont significatifs. Dans le jargon, on appelle ça qui atteignent le seuil clinique. Dans la vraie vie, on appelle... Le bas fond. Ça peut être le bas fond, C'était une de mes questions, ça. Faut-il atteindre un bas fond, absolument? Pas nécessairement. C'est justement là un point de rupture, puis je pense que dans le mouvement aussi, on a remis ça en question. Quand, à un moment donné, tu travailles plus, tu t'occupes plus de tes enfants, que quand tu pleures le matin, que tu as le goût de les frapper plutôt que de les accueillir, quand tu conduis avec facultés affaiblies, quand tes devoirs, c'est-à-dire que ta job, tu n'es plus capable de la faire parce que tu étais trop sous la veille, là, tu as un problème avec l'alcool. Puis toi, tu en as vu beaucoup. Tu as travaillé aussi, comme je disais, tu as une vaste expérience de terrain, tu as une vaste expérience parce que tu as travaillé à Portage aussi. J'ai travaillé à Portage, j'ai travaillé surtout aussi au Service correctionnel du Canada, donc avec des gens dont les délits étaient inséparables de leur consommation d'alcool, donc des cas assez lourds. Mais pour revenir, c'est vraiment c'est la double définition de quelque chose qui se passe dans ta tête et qui t'envahit totalement et qui t'habite, l'obsession mentale des alcooliques anonymes et du milieu professionnel et des vrais problèmes. À quel moment on devient alcoolique? On devient alcoolique quand il y a ces éléments-là, puis quand on a des problèmes très sérieux associés à la consommation d'alcool. Tu ne vas pas travailler, exemple, comme tu le disais si bien. Et la réponse, c'est le plus tôt, le mieux. Et ça, pour la guérison, tu parles? Oui, c'est ça. C'est sûr que pour aller mieux, moins tu as bu longtemps, moins ton cerveau est affecté, plus ton cerveau va supporter l'abstinence, plus ça va être possible pour toi de vivre sans la consommation d'alcool. Si ça fait 10 ans que tu ne vis que si tu es sous, c'est beaucoup plus dur quand tu es sobre. J'en connais quelques-uns. Ben, c'est ça, moi aussi. On en a tous connus. Voilà, mais si des bons vivants qu'on dit. Voilà. Alors, fait que c'est un petit peu autour de ça. Et là-dessus, il y a plusieurs modèles. Et Alcoolique Anonyme est un des excellents modèles. Oui. Louise, tu as travaillé avec plusieurs personnes qui vivaient toutes sortes de dépendances. Je vais t'envoyer une idée personnelle. C'est laquelle la pire des dépendances? Parce que moi, je pense que le gambling, c'est le pire parce que tu ne consommes rien, tu ne fais que dépenser ton argent bien souvent, tandis que l'alcoolique ou le drogué, il a consommé quelque chose au moins. Mais c'est laquelle la pire des dépendances? Je sais que c'est très difficile de répondre à ça en quelques phrases. On va répondre autrement. Moi, je n'ai pas connu une personne alcoolique qui n'était pas capable de dire « je bois trop ». Les gens qui jouent sont incapables de dire le fait qu'on vit maintenant dans un sous-sol, que j'ai tout perdu. Et on se ment soi-même en plus. Et là, ils sont incapables de voir les désastres. Et d'autre part, quand on va dans un meeting on se rend compte que une fois que les gens ont arrêté de boire, ils sont bienvenus dans la famille. D'où le grand tableau du retour de l'enfant prodigue de Rembrandt, qui est une merveille. C'est exactement ça. Mais quand tu as été un joueur puis que ta famille étudie pas, qui vivent dans un sous-sol, que tout a été perdu, que tu n'as plus de REER, ils ne pardonnent pas. Alors ça, c'est l'énorme différence. Puis ça, c'est conjugué, ou disons que ça va dans la même branche, que ta famille qui est inconsciente ou qui ne t'écoute pas. Puis parfois, il y a des alcooliques ou des drogués qui sont des petits fins finaux. Ça ne paraît pas qu'ils ont un problème. Puis ça, je pense que c'est la pire des situations. Parce que là, ils tombent dans l'isolement. Et l'isolement, c'est peut-être la chose à éviter parce que c'est inévitable à un moment donné, n'est-ce pas? Quand quelqu'un boit puis qu'il rentre à la maison puis commence doucement, tout le monde le sait. Alors, tu ne peux pas te cacher quand tu es intoxiqué. C'est tout à coup que tu as la révélation que ton compte de banque est fini, que tu n'as plus de maison, que tu n'as plus de REER. Plus d'amis. C'est ça. Par ailleurs, on va garder les chiffres. On a au Québec 2,7% de la population qui présenterait une dépendance à l'alcool et les chiffres de StatsCan, de Statistique Canada, sont probablement relativement exacts. Pour les joueurs, on a toujours moins que 1%. Puis si tu demandes à n'importe quelle entreprise, vos principaux problèmes, c'est quoi? Ils vont te répondre, c'est nos employés qui boivent. Des joueurs, on n'a pas vu beaucoup. Fait que ce qui est important de garder en mémoire, c'est que la drogue la plus importante et qui cause le plus de dommages au Canada, c'est l'alcool.
Avant la cocaïne. Bien avant la pot, cocaïne, ça oui, aussi, donc. c'est moins d'1%. Par contre... Parce que plus facile à se procurer. Coûte Parce moins que, cher. Écoute, Une bouteille de vin, c'est 10 piastres. moi, je vais te répondre par la Bible ici. Là. Oui? Tu sais, Ah oui, fort. Noé, qui, après le déluge, qu'est-ce qu'il fait? Il plante du blé et de la vigne. Ouais. Ça, c'est probablement... Fait qu'il veut de la bière et du vin. Il veut du vin. Elle est bonne, celle-là. C'est probablement... quand on a été capable de maîtriser la poterie, on a rapidement fait des récipients. Pourquoi? Pour l'huile et le vin. Ah, c'est bien. Louis, je t'envoie une idée personnelle, mais j'y vais selon mon vécu. J'ai parti des groupes AA il y a un certain temps. J'ai assisté à plusieurs réunions, que ce soit NA ou AA, sans dire que j'avais des problèmes. J'en ai déjà eu, comme tout le monde, un petit peu. Il y a plusieurs sortes d'alcooliques, plusieurs sortes d'alcoolisme. Selon moi, il y a 4 raisons pourquoi on boit, on consomme abusivement. Ce sont des raisons qui peuvent changer d'une fois à l'autre, ou tu peux en avoir plus qu'une, parce que je veux t'amener à l'autoprogrammation. Les 4 raisons sont facilement identifiables pour quelqu'un qui a vécu ça. La fuite, tu vis quelque chose, tu veux fuir, je veux dire, c'est pas facile, ou ta situation, que ce soit ta situation maritale ou ton emploi te déplaît, tu vas tomber dans la fuite. L'ennui, il y a combien de personnes seules qui se mettent à boire pour vaincre l'ennui, et ça devient, c'est très pernicieux, on s'en rend pas compte quand tu es rendu à boire tout seul, ce qui m'arrive parfois, je veux dire, c'est peut-être pas un bon signe. Le vice, regarde, il y en a, comme ceux qui consomment de la pornographie à outrance, ben, il y en a qui aiment le vin, c'est un vice. Je veux dire, c'est comme ça, comme l'autre, c'est un outre-mangeur. Et l'autodestruction, il y a des gens qui vont jusqu'à se tuer. Mais la 5e raison englobe les 4 autres, c'est l'autoprogrammation du cerveau, et je vais m'expliquer par un exemple. Le gars qui travaille dans la construction, puis que la brosse commence du jeudi au dimanche, le jeudi avec ses chums à la fin du quart de travail, à 16 heures, il y a une petite cloche qui sonne, la première semaine qu'il a arrêté de boire, il y a une petite cloche qui sonne à 4 heures, « Hey, mes chums sont à taverne ». Puis là, il retombe rapidement, et comme on dit dans les rechutes, on va vers ce qu'on a connu. Es-tu d'accord avec ça, que ce sont les 4 raisons principales, et que c'est la 5e sur laquelle on peut peut-être travailler, selon le différent degré d'alcoolisme, l'autoprogrammation? Alors, tu me poses la question à 100 000 piastres. Alors, l'étiologie, parce que dans le fond, la question que tu me poses, c'est quoi la cause? Dans le jargon, ça s'appelle l'étiologie, ça. Est-ce qu'il y a une seule étiologie? La réponse, c'est tout ce que tu as dit est exact et il y a probablement d'autres raisons. Mais une chose que je voudrais vraiment rappeler, c'est qu'il y a des êtres humains plus vulnérables que d'autres. Par exemple, quand tu vas dans un meeting en A et que tu entends quelqu'un qui a 13 ans dit « J'ai bu mon premier verre et déjà je me suis senti mieux », là déjà tu retournes aux travaux du dampening effect, puis là tu comprends qu'il y a des cerveaux pour qui l'alcool est un meilleur anxiolytique. À côté de ça, tu as 20% des Québécois qui ne boivent pas parce que quand ils boivent, ils ne sont pas bien. Fait que, il y a tout... C'est 1 personne sur 5. À peu près, oui. Le mal d'être, le mal de vivre. Non, il y a 20% des gens qui ne boivent pas, ils n'aiment pas ça boire. Ils ne trouvent pas ça plaisant. Et l'alcool ne leur convient pas. Okay. Donc, il y a un mariage entre une substance et un cerveau, premièrement. Après ça, tu as effectivement des facteurs de vulnérabilité dont j'ai parlé plus tôt, qui font que quelqu'un arrive déjà dans une situation de vulnérabilité, puis il n'est pas capable de résister à la pression du groupe. Parce que dans ta gang de monde qui boivent à 4 heures, tu as du monde qui arrête après 2 bières, puis il y a du monde qui... Oui, il y en a qui arrêtent après 20. Puis il y en a qui arrêtent après 20. C'est exactement ça. Qui arrête après 2, puis qui arrête après 20, c'est pas le même monde. En même temps, dans une culture qui met de l'avant que pour faire partie de la gang, il faut que tu boives, ça c'est pernicieux. Tu as parfaitement raison de dire que oui, c'est un gros facteur de risque dans lequel, sans aucune vulnérabilité, il y a des êtres humains qui tombent. La preuve, c'est qu'on a certains métiers dont on sait qu'il y a plus d'alcooliques que d'autres. Travailler chez Molson. Oui, travailler chez Molson, les commis voyageurs des temps anciens. Oui. Donc, il y a des professions, il y a des métiers, et il y a des gens qui, face à la solitude, ne boivent pas beaucoup. Qui sont les gens qui, dans la solitude, décident de boire? Fait que pour quelqu'un qui est une scientifique, qui travaille sur ces questions-là, va poser la question. Maintenant, est-ce que le traitement change? Ah! Voilà la vraie question. Et la vraie question, c'est que
que tu as besoin, c'est d'une nouvelle gang. Et ça, c'est ce qu'Alcoolique Anonyme donne. Ouais. Tu as besoin également d'avoir... C'était une de mes questions, les fréquentations. À un moment donné, tu es obligé de faire un ménage. Comment veux-tu arrêter de boire si tous tes copains te boivent d'en face? Puis, d'autre part, à quel moment tu bois? Puis quand tu fais une cartographie, tu t'aperçois que tu bois le vendredi soir, que tu bois la veille de Noël, le matin de Noël, que tu bois le samedi soir. Quand est-ce que sont les meetings? Le vendredi soir, le matin de Noël, tatata. Quand est-ce qu'un psychologue perd sa licence s'il va voir du monde le vendredi soir dans un meeting, il perd sa licence. Wow. Alors là, tu envoies tes patients alcooliques anonymes parce que toi, tu peux pas y aller parce que l'ordre des psychologues va te dire, madame, vous avez fini ici, là, vous êtes suspendu pour 5 ans. Alors là, on veut pas ça. Fait que là, donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que, après ça, d'être soutenu par certaines idées? Dans Alcoolique Anonyme, l'idée centrale, c'est le modèle de maladie. Dans d'autres approches, il y a d'autres idées centrales. Bon, et ça se joue. Et à un moment donné aussi, il y a une chose qui est incontournable, il faut engager quelqu'un dans un processus de changement. Alcoolique Anonyme fait ça. Il y a des approches en psychothérapie qui font ça. Mais à un moment donné, il y a une chose qui est déterminante, c'est que il faut une situation dans laquelle quelqu'un décide, moi, je veux changer. Et le premier step. Ça peut être un enfant de 5 ans qui dit, maman, t'es toujours saoul. Ouais. Ça peut être une menace de perte de job. Un coup de barre. Le coup de barre. Et ça, c'est déterminant. C'est déterminant qu'on construit. Mais il y en a que le premier coup de barre, ça ne fait pas. Ils vont jusqu'à tout perdre. Il y a un taux de mortalité beaucoup plus élevé chez les personnes qui souffrent d'alcoolisme que chez les autres. Mais ça, les données sont absolument redoutables. Ça, c'est clair. Louis, nous allons prendre une pause. Ben oui. Mais juste avant, concernant le besoin d'écoute des alcooliques, c'est peut-être là parfois que ça se passe aussi, qui pourrait aider la guérison, d'avoir des gens qui t'écoutent. À un moment donné, ben, comme on le dit, on tombe dans l'isolement. Je vais te rappeler le vieil adage que tous les barman et tous les barmaids connaissent, c'est que les gens boivent oublier leurs problèmes et quand l'effet commence à se faire sentir, ne parlent que de leurs problèmes et ça veut tout dire. Donc, nous allons prendre une pause, ma chère Louise, tu restes avec moi. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenée qui est situé au 1400 rue Yves Blais. La salle à dîner est présentement fermée, mais il y a toujours ce qu'on appelle le take-out, les commandes pour emporter. C'est toujours aussi délicieux par la livraison également. N'oubliez pas que c'est un restaurant de choix et que le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. Donc, le Bâton Rouge de la Chenée, le numéro de téléphone de ce restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais, c'est le 450-581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une spécialiste de l'alcoolisme et des dépendances de toutes sortes, Dr Louise Nadeau. Maintenant, sur une note tout autant sérieuse, vous allez être écouté avec beaucoup de compréhension si vous vivez une infestation et vous aurez compris ici qu'on parle de bébite. La solution, c'est Rive-Nord Extermination parce que c'est un véritable drame pour certaines familles. C'est 35 ans d'expérience qui vous attendent chez Rive-Nord Extermination, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, pour la solution, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. N'oubliez pas les 3 mots magiques, spécialement pendant un confinement, qui tire à sa fin, espérons-le. Ça fait 1 an que je vous le dis. Appelez un ami, comment ça va? Ça ne coûte pas cher, vous allez prouver des choses et ça va semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens. Donc, comment ça va? Ça ne coûte pas cher. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce magasin, ce très beau magasin, a déjà 24 ans d'existence. C'est une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de bas prix. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Louise, on va revenir à nos moutons. Oui. Un peu bousculés par le temps. La méthode préconisée par les AA, on en parlait tantôt, a été prouvée, soit les 12 étapes. Elle a fonctionné pour plusieurs. A-t-elle évolué au cours des dernières décennies? Et si non, où est-ce qu'elle devrait, sur quel thème elle devrait évoluer? OK, moi là, je dirais absolument pas Alcoolique Anonyme quoi faire, là, mais il y a des choses qui ont changé. Une des choses qui ont changé, c'est justement la notion de bas-fond. Alcoolique Anonyme a compris, comme la plupart d'entre nous, que le plus tôt qu'on intervient, le plus qu'on a de chances de succès. Fait que ça, c'est la première chose. Oui. Maintenant, le bas-fond,
dans la tradition alcoolique anonyme, il est très, très, très relatif. Ça peut être quelqu'un qui, au premier problème, décide, moi, c'est assez. Oui, j'ai compris. C'est ça, j'ai compris. Donc, en ce sens-là, la notion... Puis un autre, ça va jusqu'à la tentative de suicide. C'est ça. Alors, ça peut être important de vraiment rappeler que la notion que quelqu'un fait une rechute parce qu'il n'a pas touché son bas fond, peut-être qu'il faut poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, puis de l'examiner. L'autre chose, c'est que tu sais, quand Alcooliques Anonymes a été créé, là, ça a été un des grands mouvements d'antipsychiatrie qui a existé sur la planète. Et ça a été extrêmement important. On est en 1935, il n'y a pas beaucoup, c'est après la prohibition, il faut toujours avoir ça en tête, là. Et que donc... Tu t'en rappelles? Non, moi, presque, parce que j'ai... Non, mais tu te fais bien de rire, mais c'est parce que j'ai publié beaucoup sur la prohibition, fait que j'aime beaucoup ça. Alors, c'est ça, fait que j'aime ça parler de ça, mais je ne parlerai pas de ça. Alors là, on continue. Fait que là, depuis, mettons, 10-15 ans, on a vraiment développé des bonnes stratégies pour être capable de... S'adapter. Non, mais de traiter l'anxiété qui persiste. Puis une des affaires qui me frappe tout le temps, quand je vais, notamment dans des congrès, de voir qu'il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui sont sobres, c'est-à-dire ils ne consomment plus d'alcool, mais ils continuent de vivre avec beaucoup d'anxiété. Et effectivement, on a maintenant de la bonne médication contre l'anxiété et ce n'est pas incompatible avec continuer dans le mouvement. Et ça, c'est ce qui a vraiment changé. Ça a été un mouvement qui, pour se structurer, a décidé, là, si on continue d'aller uniquement en psychiatrie, on n'avancera pas. Puis il avait parfaitement raison. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une fraction, pas tous, il y a une fraction de personnes, et c'était clair dans nos études aussi, que bien qu'ils soient sobres et qu'ils aillent mieux, ils continuent de traîner de la détresse qu'on n'est pas obligé de traîner et qu'ils y traitent. La job d'Alcoolique Anonyme, c'est pas de faire de la psychothérapie. La job d'Alcoolique Anonyme, c'est de donner du soutien, de donner un mode de semblant de réseau familial. Un mode de vie aussi, avec toute une philosophie qui structure une vie. Et quand je dis que je suis un membre A, là, c'est pas pour rien, parce qu'il y a des choses là-dedans que j'applique au quotidien. Mais tu vois que je t'écoute, hein? Parce que pour résumer ce que tu dis, tu m'as dit une phrase en pré-entrevue que j'ai bien aimée, c'est que les AA apportent quelque chose qu'aucun psychologue ne peut apporter. Et ça veut tout dire. C'est ça. Je vais poursuivre avec toi. Est-ce que l'hypersensibilité peut mener à et expliquer l'alcoolisme chez certaines personnes? Je sais que ça, c'est l'idée dans le mouvement. Moi, je vois pas ça comme ça. Okay. Ce que j'appelle de l'hypersensibilité, c'est cherchons la vulnérabilité. La vulnérabilité, elle peut être dans ton cerveau, parce que c'est génétique, ou parce que tu as vécu des épreuves. Ça peut être négligence et abus dans l'enfance. Ça peut être aussi un milieu dans lequel, tu sais, ce qu'on vit là, depuis 1 an, là, ben, pour les gens vulnérables, là, c'est vraiment pas drôle. Oh, quelle mise à l'épreuve. Puis là, les chiffres sortent, là. Les chiffres sortent. Les 20% de Canadiens qui sont anxieux et déprimés, c'est eux autres qui consomment plus d'alcool. Donc, on a des données là, qui nous signalent que nos modèles scientifiques sont pas fous. Ils se vérifient dans les chiffres. Alors, quand le mouvement, moi, je suis tout à fait à l'aise avec le mot hypersensibilité, qui est un mot qui est là depuis très longtemps, mais ce que les travaux en psychiatrie et en psychologie nous ont appris, c'est qu'il existe des vulnérabilités. Puis, tu sais, de la même manière qu'on peut venir au monde avec des yeux pas très bons, on peut venir au monde avec un cerveau qui est moins bon aussi. J'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est ça. Alors, il y a des cerveaux qui répondent à l'alcool. Il y a des cerveaux... Et dans une société de performance, il faut le rappeler, c'est ça. Ça amène d'autres problèmes. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont vraiment pas très bons dans l'anticipation. Ça, c'est l'autre affaire. Nous autres, j'étais dans une équipe avec multidisciplinaire à McGill, et donc, on a beaucoup testé nos gens pour voir s'ils étaient capables d'anticiper. Anticiper, ça veut dire, si je fais telle chose, alors... Qu'est-ce qu'on a constaté? Nos alcooliques, non seulement ils n'étaient pas bons dans les tests pour anticiper, mais quand on a fouillé leur cerveau par l'imagerie cérébrale, on s'est aperçu qu'il n'y avait littéralement pas de lobe préfrontal, ou en tout cas, leur lobe préfrontal fonctionnait un petit peu moins bien. Donc, c'est pas juste que... Ça, c'est le génie d'Alcoolique Anonyme. C'est pas un problème de volonté. Alors, ça, ça, c'est le génie d'Alcoolique Anonyme d'avoir dit...
dès le début, c'est pas un problème de volonté. Ah, oui. Puis là, qu'est-ce qu'on trouve 40 ans, 50 ans plus tard? On commence avec les neurosciences à constater qu'il y a des différences importantes dans le fonctionnement des cerveaux et qu'il y a des êtres humains moins bons dans l'anticipation que d'autres, qu'il y a des êtres humains dont le noyau accumbens où se passe toute la dépendance est probablement moins bon et qu'il y a aussi des êtres humains que quand ils boivent, ils décident c'est vraiment pas pour moi. Puis c'est toujours étonnant que dans des sociétés où l'alcool coûte pas cher, comme en Espagne, tu as quand même une gang d'abstinents. Parce que il y a dis pas ça, il y en a qui vont partir en Espagne. Non, mais c'est vrai. Mais reste que dans ces sociétés-là où l'alcool est accepté, ils ne boivent pas parce qu'ils ne sont pas bien. Louise, nous sommes bousculés par le temps. Oui, ce que nous allons faire, c'est que je vais y aller avec des questions rafales. On y va. Tu réponds par une phrase ou deux, mais on va aller dans tous les sens. C'est bon. As-tu pensé écrire un livre? J'en ai déjà écrit beaucoup. Ah oui? Ben oui. Combien? La bibliothèque est pas mal pleine. Tu as écrit plusieurs livres? Oui, on a écrit... va falloir qu'on en reparle une prochaine fois que tu viens. Bon. C'est le fun, ça. Une question bizarre, un peu loufoque, mais nous allons faire peur aux gens avec ça. Peut-être que pour certains, ça va marcher, parce que comme je dis tout le temps, si on peut influencer une personne dans le bon sens, le job sera fait. C'est criant de vérité aussi, cette question-là. Quelqu'un qui consomme, qui abuse régulièrement de l'alcool, lire sur une base quotidienne, à quel âge en moyenne le foie ou le pancréas flanche? C'est très variable d'une personne à l'autre, mais les femmes, c'est plus vite que les gars, et vers 40 ans. Oui. Vers 40 ans... Après 20 ans d'alcoolisme, là, mettons. Tu ouvres quelqu'un, les médecins thoraciques, puis là, tu t'aperçois qu'il y a un foie qui est plein de graisse. Tu constates chez des gens qui consomment depuis longtemps, spécialement dans la drogue, à un moment donné, la personne qui abuse beaucoup prend conscience que son corps est fatigué, que la marche va être très haute pour le rétablissement puis revenir, que ce soit physiquement, moralement, et c'est décourageant. De là l'importance du un jour à la fois. Oui, et puis il faut le voir comme ça, mais ce qui est prodigieux, c'est la plasticité du cerveau. Et je le dirai jamais assez, les gens se rétablissent. Et c'est la merveille. Ah, c'est super. Le conseil ultime que tu donnes aux gens qui commencent à se poser des questions par rapport à leur comportement face à l'alcool, tu leur dis quoi en une phrase comme conseil? Regardez pourquoi vous buvez et limitez votre consommation et commencez à compter. La première étape, c'est compter, puis après ça, d'adhérer aux normes à faible risque. Puis si on n'est pas un candidat, d'arrêter de boire complètement. C'est extraordinaire parce que l'eau à bulles peut être merveilleuse. Ah, ben j'aime ça, ce petit conseil-là. Deux questions personnelles maintenant. Tu regardes les années défiler à servir. Je veux dire, tu es beaucoup dans l'entraide, tu as aidé plusieurs personnes. As-tu un brin de nostalgie pour la société du passé, disons des années 70 ou 80, comment la vie se vivait à l'époque? Es-tu nostalgique ou tu aimes autant ce qu'on vit présentement? Non, je trouve ça dur et je trouve que les enjeux climatiques... On parle pas de la COVID, là. Non, mais les enjeux climatiques sont difficiles. La prochaine génération va avoir une vie plus dure et je trouve que les diminutions de démocratie sont également inquiétantes. Oui, ça, j'aime ce que tu dis. Je vais te faire un compliment à peine voilé. C'est quoi ta recette pour rester active et allumée? Continuer d'aider. La 12e étape. C'est bien ça. Question philosophique maintenant, docteur. Est-ce que la connaissance, la conscientisation plus élevée, le savoir finalement, isole un humain? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et puis le savoir, c'est un outil de communication. C'est pas une manière de s'élever. OK, je termine avec une dernière question. Ça, le point de vue de Louise Nadeau. Est-ce que l'alcoolisme, c'est plus une question d'habitude ou d'environnement ou c'est carrément une maladie? C'est pas comme ça qu'il faut le nommer. Il faut le dire que c'est une interaction de plusieurs facteurs et chaque personne a des facteurs prédominants. Oui. Et puis, à des moments donnés, ça veut dire qu'il faut diminuer, puis à d'autres moments donnés, ça veut dire qu'il faut devenir abstinent. On a besoin de savoir de quoi on a besoin. Si on a besoin d'Alcooliques Anonymes, on rentre dans Alcooliques Anonymes et on joue selon les règles. Si au contraire, on n'est pas capable d'arrêter, vaut mieux continuer de consommer un petit peu, puis de ne pas avoir d'accident d'automobile, puis pas tuer les autres. Jusqu'à quel point, là, je voudrais terminer avec ça, je vais rajouter ça, jusqu'à quel point on va avoir développé plus d'alcoolisme dans notre société à cause de la COVID? C'est très inquiétant parce que le 20% qui boit le plus, c'est exactement les personnes qui ont de la comorbidité. Et ça, c'est les cas les plus difficiles. Que ce soit, ça, c'est le monde qui quitte Alcooliques Anonymes, puis c'est le monde qui quitte
les centres de traitement. Comorbidité. Ça veut dire que c'est les gens qui ont de la détresse psychologique. Vulnérable. Et c'est ça. Et ce qu'on sait, c'est que les gens qui surconsomment sont les gens qui sont les plus mal. Ouais. Et donc, quand tu es mal puis que tu utilises l'alcool comme automédication, ça va mal. Quand, dans le fond, tu es un gars de taverne qui suit les autres, bon, alors, il n'existe plus des gars de taverne, mais un gars, c'est la construction. À ce moment-là, tu te dis, bon, mais t'es-tu obligé de suivre des autres pour être aimé? C'est pas compliqué, ça, là. Ça se règle assez vite. Quand, au contraire, tu traînes des vieilles bébites, ça, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui me faisait rire, jadis, je fréquentais un endroit qui s'appelait la Taverne des Sportifs. Ah oui. Puis en blague, on disait avec mes copains, il y a aussi le gymnase des paresseux. Louise, je veux te remercier au nom de tous les gens que tu as influencés, que tu as aidés dans ta vie, de toutes sortes de façons vers le droit chemin de la vie. Tu es un exemple sur toutes sortes de sphères, de thèmes. Je veux dire, ton côté actif. Je veux dire, tu n'as plus 20 ans, tu ne parais pas ton âge. Non, j'ai 74 ans. Là. Et je veux dire, tu aides beaucoup, tu as servi la société, tu es un exemple, comme je le dis, dans bien des domaines. Et je te remercie d'avoir été des nôtres. On va se reprendre parce que nous sommes bousculés par le temps. J'ai été obligé parfois de couper les réponses de Madame la professeure, mais qu'est-ce que tu veux? On a seulement 30 minutes. On va se reprendre, Louise. Bon retour à la maison. Merci beaucoup. Puis, chin-chin. Merci. Merci, Louise. Voilà. Maintenant, je vais vous parler avec beaucoup de fierté. Toute l'équipe ici accueille dans ses rangs un nouveau partenaire, soit Metroplus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne, limitrophe avec Repentigny. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de mieux à votre table. Qualité, service et choix, comme il se doit. Samoto, maintenant, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, un de nos principaux partenaires ici, qui est situé au 1133 Notre-Dame. Comme je vous le dis, c'est un garage dont la réputation est numéro 1. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client en premier, beaucoup d'explications sont données sur place et de longues années d'expérience vous attendent. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Maintenant, autour de notre deuxième invité, et ça, j'avais bien hâte également de faire cette interview. Il travaille plusieurs heures par semaine, ne prend jamais de congé, comme plusieurs qui pratiquent le même métier. Il doit parfois faire face à des situations particulières et même hasardeuses, spécialement en cette période, et il doit malgré tout garder le sourire. Pour nous parler des dessous du métier de dépanneur qu'il pratique depuis deux décennies, dis-je bien, étant lui-même propriétaire, je vous présente un homme dont la gentillesse et la patience représentent sa marque de commerce, Latif El Khoury. Bonjour Latif. Bonjour Steve. Ça va bien? Et toi, ça va? Ben oui. Je suis très heureux de te voir ici. Ça fait même bizarre parce que, je veux dire, ça fait des années que je te connais, puis tu écoutes l'émission. Tu es un de nos plus fidèles qui écoutent l'émission. Oui. Moi, avec toi, je vais faire l'inverse. On va parler du quotidien d'un dépanneur, avant ton histoire personnelle qui va faire réfléchir bien des gens qui se plaignent. En période de COVID, l'humeur des gens, ça doit être particulier par moment. C'est pas facile de travailler en indépendant. Ah ouais? Oui, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois patient, il faut que tu aimes ta job pour que tu puisses continuer le travail. Qu'est-ce que tu fais dans le... Est-ce que je peux dire que le seul bon côté de la COVID, c'est que le chiffre d'affaires a augmenté? Ça a augmenté un peu, oui. Ah ouais? Un peu, mais on s'entend pas. C'est pas juste l'argent, c'est de donner tout ce que tu peux faire oui, c'est pour avoir un bon travail. Alors, je vais avoir plusieurs questions avec toi parce que, je veux dire, tu fais face à toutes sortes de situations. Tu as des gens revendicateurs qui vont te voir, toutes sortes de demandes loufoques, des gens intoxiqués. Est-ce que tu vois beaucoup, toi tu peux le dire aussi, tu vois beaucoup de gens qui souffrent d'alcoolisme. Oui. Tu vas vendre de plus en plus d'alcool. Oui, je en vends un peu plus d'alcool qu'avant. Beaucoup plus? Beaucoup, un peu, oui, on vend plus que de... Surtout de la bière et du vin, évidemment. Oui. Une chance, on n'a pas pas des boissons énergie. Non, de l'alcool. Mais une chance, on n'a pas du whisky, tout ce qui est fort, parce que je pense que ça va être difficile. Puis parce que les chances, la sac à sa place. Puis nous, on a le vin puis la bière. Travailler dans un dépanneur, parfois, le dépanneur du coin, comme on dit, c'est propice aux discussions de toutes sortes. Tout y passe. Je veux dire, le Canadien de Montréal, qui a vécu des changements multiples dernièrement, même si tu ne suis peut-être pas le hockey, je sais que tu le suis, mais si tu ne le suivais pas, tu saurais tout ce qui se passe. Ouais. La COVID, le premier ministre, la religion. Mais tu as sûrement déjà vu des discussions qui dérapent.
pas mal. Puis ils critiquent beaucoup. Moi, je trouve que le monde, il critique beaucoup le sport. Moi, si je suis fan des Canadiens, je veux rester avec eux autres, même s'ils perdent ou ils gagnent. Il faut pas critiquer. C'est ça. C'est des êtres humains, l'erreur est humaine. Fait que ça arrive souvent qu'ils perdent ou ils gagnent. On ne peut pas tout le temps gagner dans la vie, non? Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, c'était beaucoup la religion qui revenait. As-tu vécu du racisme, toi, disons, après les années 2001, après les événements du World Trade Center? As-tu vécu du racisme contre les personnes arabes? Oui, j'ai déjà entendu pas mal des affaires que... Toutes sortes de commentaires désobligeants? Oui. Ben, une des commentaires que j'ai eu pendant quelques années, qu'il y a un monsieur qui m'a dit que tu voles ma job. Oh, wow! Oui, tu prends ma place ici, puis... Au hockey, il y qu'est-ce que j'ai pas avait aimé? les premiers Européens qui venaient jouer à Montréal ou dans la Ligue nationale. Il y avait Mario Tremblay qui avait dit à Mats Naslund, voleur de job. Fait qu'on voit ça un peu partout. En cette période triste et difficile, as-tu vécu des épisodes où les gens, ben c'est bien certain que oui, là, se mettent à s'obstiner à cause de la distanciation? Oui, beaucoup. Ou des gens qui ne veulent pas porter le masque? Il y a beaucoup de monde qui sont contre le masque. Ils ne croient pas au COVID-19. Puis il y a eu beaucoup de discussions dans le magasin entre les clients. Puis il y a beaucoup de... quasiment jusqu'aux batailles. Obligé de séparer les clients? Juste pour que... T'as pas été jusqu'à la police? Non, pas encore, mais... Pas encore, ça s'en vient. J'imagine que ça sera pas long, je pense. Si ça continue comme ça. Je pense que c'est le stress qu'il y a eu à cause du COVID. Le monde qui ne travaille pas, sont tout le temps à la maison, sont enfermés. Puis la consommation de la bière. Mais ce qui ne doit pas être facile pour toi, c'est que, je veux dire, un des aspects, on pense que le gars du dépanneur, il travaille pas fort. Ça, c'est un préjugé. Ouais. Moi, ça me fait rire parce que ça fait combien d'années tu n'as pas pris un jour de congé, toi qui travailles même à Noël? Là, tu travailles 365 jours par année, plus de 8 heures par jour. Ouais. Ça fait combien d'années que tu n'as pas pris un congé? Ça fait 4 ans. Puis il y a George aussi, avec qui tu travailles, qu'on salue, parce que ton dépanneur est situé à Terrebonne. George, lui, ça fait combien d'années qu'il n'a pas pris de congé? Ça fait 5 ans, puis ça fait 31 ans qu'il travaille dans le dépanneur. Fait que ça fait 31 ans qu'il travaille quelque chose comme 350 jours par année et plus. Je veux dire, et lui, il a déjà travaillé 17 ans, 16 heures par jour dans le dépanneur. Lui et sa femme. Ah, wow. Ouais. Sans même travailler à Noël. Tout le temps, 7 jours, il n'a jamais lâché. On va parler maintenant de patience, parce que tout le monde connaît le phénomène du jaseux, du dépanneur du coin. C'est sûr que là, si tu as présentement des jaseux, il y a toujours à chaque dépanneur un gars qui va perdre son temps là. Puis c'est pas facile pour le tenancier, celui qui est derrière la caisse, parce qu'il y a des fois, c'est un phénomène, tu sais, c'est le gars qui s'ennuie, puis parfois, il colle et ça devient désagréable. Toi, tu as connu ça de différentes, différentes périodes. De telle année à telle année, c'est un tel, puis tout ça. Mais parfois, ça doit être difficile de conjuguer avec cette situation-là parce que ça ne te tente pas de jaser. Non, c'est pas facile. Surtout quand tu as d'autres choses à faire, il t'empêche de finir ta job. Puis des fois, un client qui rentre, lui, est là, il veut continuer son sujet. Puis là tu es comme entre les deux. Est-ce que tu parles avec le client ou tu écoutes la personne? Ben oui. C'est pas facile. Là, parfois, tu as 3, 4, 5 clients ensemble, puis il y en a qui sont impatients, parce que tu as toujours un gars qui arrive avec une pile de vieilles loteries. Parce que tu peux me vérifier, puis non, c'est pas facile. C'est particulier. Non, c'est particulier, ouais. Puis un autre aspect aussi qu'on ne pense pas du gars du dépanneur. Toi, tu es propriétaire en plus, donc tu as des responsabilités quant aux chiffres et aux rapports et tout ça. Je veux dire, tu as du stock à placer. Oui. Tu as toutes sortes de choses à voir et vous vivez parfois des pannes de courant, tu m'expliquais, et là tu perds tout ton inventaire. Oui, ça c'était pas facile. Voilà quelques années, si le monde s'en souvient, qu'on a perdu 3 jours d'électricité. Puis là, c'était catastrophique. On a perdu pas mal du stock. Il n'y avait pas d'électricité. J'ai été acheter une génératrice. Puis quand même, une petite génératrice que je peux juste faire marcher la caisse. Oui, c'est ça. Puis, fait que tu perds tout ton lait, tes œufs, ton fromage. Malheureusement, maintenant, il y a des compagnies qui ne nous donnent pas de crédit. Mais là, on parle aussi d'inventaire, que ça peut aller jusqu'à combien des sommes perdues? Je veux dire, on parle de milliers de dollars. Oui, à peu près quelques mille pièces de pertes. Ouais. Puis là, les assureurs, parfois, ça doit être compliqué à ce niveau-là. C'est un peu compliqué parce qu'il faut que tu fasses tout l'inventaire, puis des fois, ils n'acceptent pas tout. Mais
c'est pas facile. Est-ce qu'il se vend, évidemment, plus d'alcool, mais est-ce qu'il se vend aussi plus de loterie? De loterie, oui. En période de COVID? Oui, il y en a beaucoup. Comme je t'ai dit tantôt, il y a beaucoup de monde qui travaille, qui font du travail à la maison. Oui. C'est ce que ça aide pas, mais oui, il y a beaucoup de monde qui joue de la loterie. Puis j'ai eu beaucoup de jeunes, quand le lot, c'est un gros montant, ils viennent et ils demandent comment je peux jouer cette loterie-là, je veux gagner le gros lot. Des jeunes, je parle de 18 ans, 19 ans, que c'est rare maintenant que le monde, les jeunes qui jouent à la loterie. Es-tu fatigué par moment? Parce qu'on en a parlé, toi et moi, autant psychologiquement que physiquement. Je veux dire, il y a d'avoir des périodes où ça te tente moins, là. Oui, franchement, je suis très fatigué. Puis c'est un métier que je commence, franchement, à ne pas continuer. Tu commences à reconsidérer, un plan de carrière? Je ne sais pas ce que je vais faire, mais dans le futur, je ne pense pas que je vais continuer avec... À cause du nombre d'heures ou à cause de la clientèle qui parfois est difficile? Ouais. Je trouve les deux, c'est exigeant de travailler dans un dépanneur. Puis être un propriétaire d'un dépanneur, c'est pas facile. Là-dessus, nous allons prendre une petite pause. On revient avec la suite. Je vais vous parler maintenant d'un de nos commanditaires ici très important, le Centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable et pour cause, parce que quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord et son adresse, c'est le 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel vous attend sur place. Donc, Pixel, l'incontournable, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, moi je vous recommande un endroit qui est vraiment surprenant. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, vous allez penser que vous êtes en 1988 ou en 1994, c'est l'endroit idéal pour vous. Je vous parle justement du centre de liquidation audio usagé. C'est un endroit comme on en voit peu, beaucoup d'équipements de qualité sur place, résidentiel, commercial. Vous ouvrez bientôt un restaurant ou une boutique, c'est l'endroit pour vous. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de l'ancienne marina de Repentigny. Et les réparations sont faites sur place. Le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé, on aime bien dire vintage, c'est le 450-654-6849. Natif, c'est quoi les qualités nécessaires? J'en ai inscrit quelques-unes que je présume être les bonnes réponses. Tu pourras poursuivre. Les qualités nécessaires pour faire un bon dépanneur. Aimer les gens. Moi, je me rappelle d'un dépanneur où j'allais, où la personne, c'était un propriétaire, ne te regardait jamais. Jamais de bonjour. Et s'il te faisait un bonjour, ne te regarde même pas. Finalement, ça ne te tente plus d'aller là. Parce que ça paraît, il se fout des gens. Oui. Je pense que ça, c'est une des qualités importantes, c'est d'aimer les gens. Capable aussi de s'adapter, réagir vite. L'efficacité devant la file et devant les situations, une grande patience et vraiment être là pour dépanner. Qu'est-ce que tu me dirais sur tous ces points-là? En rajouterais-tu? Oui, il y en a beaucoup, surtout la patience. Il faut que tu sois vraiment patient, parce que c'est pas un métier facile. Il faut que tu aimes le monde, il faut que tu aimes travailler avec le monde, parce que c'est un travail direct avec la personne. C'est pas au téléphone, ils voient toute la face, ils vont regarder si t'es intéressant, est-ce que tu veux continuer, est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu fais. Il y en a beaucoup que je peux ajouter pas mal. La crise a 1 an. Est-ce que tu vois, est-ce que c'est palpable? Plus de nervosité au bout d'1 an qu'au début ou ça s'estompe? Ça a changé beaucoup. Je trouve que le monde, ils ont pas de patience. Des fois, je te donne un exemple, il y a un client qui rentre, il voit 2 personnes qui attendent. Là, il fait le demi-tour puis il quitte. Ça, avant, je ne l'avais pas dans le dépanneur. Ne veulent pas attendre? Non, je ne veux pas attendre. Malgré, ils peuvent, s'ils vont aller chez Métro ou n'importe quelle place, ils vont attendre dehors 10-15 minutes. Ils rentrent dans le magasin, ils font le magasinage. Ils attendent un autre 10-15 minutes à la caisse. Après ça, ils quittent. Ça, je trouve que c'est un peu On a regardé beaucoup de défauts. De côté peut-être plus subtil que les gens n'envisagent pas. Maintenant, on va regarder les meilleurs aspects, parce que travailler dans le public, c'est pas facile. Mais c'est quoi que tu aimes le plus de ta job? Même après tant d'années, là. Il doit y avoir encore quelque chose que tu aimes. Oui, j'aime beaucoup, comme je dis, j'aime beaucoup travailler avec le monde. En autant qu'il soit poli. Exactement. Puis ils nous respectent, parce que moi, je respecte tout le monde. Puis c'est sûr, travailler, c'est pas facile. Les journées se succèdent et viennent rapidement. Hein? Oui, mais il faut que je suggère qu'il faut prendre des congés, parce que travailler à tous les jours, c'est fatigant, parce que
t'as pas de... Oui, c'est le moral, puis mentalement, il faut prendre des congés. Parce que si tu es tout le temps là, tout le temps, même le client ici, il voit tout le temps en arrière de la caisse, il doit dire comme c'est tout le temps la même personne, c'est tout le temps la même personne. Ça, c'est très, très, très important de le mentionner. Ouais. Ben justement, c'est un conseil que tu donnes, mais aurais-tu d'autres conseils? C'était ma prochaine question aux nouveaux entrepreneurs qui veulent s'ouvrir un dépanneur. Oui. Tu donnerais quel conseil à une personne, disons, un peu plus jeune que toi, là, puis qui veut investir puis aller travailler dans un dépanneur? Tu dirais quoi? Je dirais il faut travailler très fort et il faut que tu fasses attention avec qui tu travailles. Prendre souvent des congés. Il faut que tu aies au moins 2-3 personnes qui t'aident dans le dépanneur parce que travailler tout seul, c'est pas facile. Ça va être trop. Non, ça va être trop. Surtout si tu as une famille, c'est encore pire. Travailler 16 heures par jour, Ouais. Non, c'est je veux pas... dire... C'est exigeant, ça. côté, sans aller dans les détails, côté monétaire, est-ce que les profits, je veux dire, sur chaque item, est-ce que ça vaut la peine d'être mentionné ou tu dis non, il faut que tu travailles beaucoup, puis le profit vient avec les heures nécessairement? C'est sûr, le profit vient avec les heures. Le plus que tu travailles, le plus que le profit que tu as. Mais maintenant, je trouve que c'est plus comme avant. Maintenant, je trouve que les compagnies, c'est eux autres qui vont mettre les prix avant qu'on négocie avec. Oui. Comme Molson puis Labatt, tu as une commande, mais tu as une liste de prix qui vient avec la commande. C'est ça que tu vas mettre dans le dépanneur. C'est sûr, avec une entente avec le propriétaire. Est-ce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça? Ça a changé beaucoup. Avant, c'était le propriétaire qui dit « Moi, je veux faire tel profit sur la caisse de bière. » Mais maintenant, avec les ententes, c'est vraiment... Si tu veux continuer avec eux autres, si tu veux... Ils n'accepteront pas que tu vendes plus cher qu'ailleurs. Non, vraiment. C'est spécial. Comme je te dis, maintenant, ils viennent des cartes de prix avec la commande de bière qui... Maintenant, la section que j'attendais, les anecdotes savoureuses. Tu as vécu toutes sortes de choses, des bagarres, des gens intoxiqués, des situations, la météo extrême, les bris inattendus. Qu'est-ce que tu pourrais me raconter comme anecdote dans ces sujets-là que tu as vécu au cours des 20 dernières années? Parce que c'est depuis 99. Oui. Donc, ça fait 22 ans. Oui. Les pires choses que tu as vues, que tu as vécu un hold-up, parce que ça, c'est un autre aspect. Oui. Je veux dire, ta sécurité est mise en jeu. Puis là, tout le monde a des masques. Je veux dire, là, tu n'as pas vécu de hold-up, on ne vous a pas donné d'idée à personne, mais tu as vécu ça, un hold-up. J'ai vécu ça, puis c'était pas facile. C'était un dimanche soir que 2 personnes y ont rentré au dépanneur. J'étais avec Georges. En quelle année? Je te dirais que ça fait 12 ans de ça. OK. Ils ont rentré, ils savent que c'est dimanche soir, c'est tranquille. Oui. Vers 9h, 9h30. Puis ils ont rentré dans 2 jeunes cagoulés avec un gun. Puis ils voulaient la caisse, comme d'habitude. Ils ont tout pris. Les cigarettes, parce que ça coûte cher, les cigarettes. À la pointe de l'arme. Oui. Puis ça m'a marqué. Puis franchement, le lendemain, j'ai pensé à ne pas rentrer dans le magasin. C'est ce que j'allais te dire, t'es rentré pareil. Oui, j'ai rentré pareil parce que j'avais pas de choix. Mais si c'était à moi, si j'avais quelqu'un à m'aider, j'aurais dû pas rentrer au moins 2-3 jours. Donc, c'est quelque chose qui reste évidemment ancré en ta mémoire. Oui, dire. Oui, c'est pas facile. Et la crainte que ça se reproduise. Oui, tout le temps. Comme quelqu'un qui s'est fait cambrioler. Oui, tout le temps les soirs. Quand tu es tout seul le soir dans le magasin, tu as tout le temps peur que quelqu'un rentre dans le magasin. Surtout maintenant avec le monde, ils mettent du masque. Puis l'hiver, ils viennent avec en plus, la capiche. La capiche, puis c'est pas facile. Mais j'ai eu ça la semaine passée, j'ai eu un monsieur, j'ai eu vraiment peur, un jeune que je connais, qui est rentré dans le magasin le soir, j'étais tout seul. Il y avait un masque, il y avait un capuchon sur sa tête, avec des lunettes de soleil, mais le soir. Il est rentré dans le magasin, puis d'une façon comme, il ouvre la porte, puis il rentre, « Salut, comment ça va? » Mais là, j'ai eu vraiment peur, j'ai pensé, tu pensais que ça y est, c'est fini, je suis fait, il va voler dans le magasin. Par rapport à la météo, oui. On a eu parfois des tempêtes de neige mémorables. Est-ce que c'est arrivé que tu as été pris au dépanneur, pas capable de retourner chez toi à 11h le soir? Ça m'a jamais arrivé, mais j'étais en retard jusqu'à temps que ma femme m'a appelé, je me suis dit, qu'est-ce que, t'es-tu correct? J'étais comme 20 minutes en retard. Normalement, j'arrive à 11h, 11h10. C'était à cause de la grosse tempête que j'étais pas capable de
de suivre mon chemin pour arriver à la maison. As-tu vécu des bagarres ou des clients, soit à cause d'une discussion sur le Canadien ou peu importe? As-tu vécu ça même dernièrement, peut-être? Oui. Oui, la semaine passée, il y a eu une bagarre entre deux personnes, comme je t'ai dit. Tu ne vas pas raconter ça? Deux gars qui aiment les Canadiens. Il y en a un qui critique les Canadiens parce qu'ils ont perdu. Puis il y en a un qui aime le Canadien parce que, comme je t'ai dit, chaque équipe, il va perdre ou il va gagner. Tu ne peux pas dire, oh non, ils vont tout le temps gagner. Mais il y a eu vraiment la bagarre dans le magasin. Jusqu'à temps que j'ai dit, si vous voulez continuer, veuillez continuer dehors parce que moi j'ai des clients, j'ai du travail à faire. Mais ouais, c'est pas facile. C'est rendu que de parler du Canadien, c'est à éviter pratiquement, spécialement au dépanneur du coin, parce que c'est rendu pire que la religion. Oui, exactement. Mais c'est la religion dans le fond. Et des personnes intoxiquées qui ne veulent pas quitter ou qui sont complètement perdues. Tu as vécu ça plus d'une reprise. Oui. Même si tu es à Terrebonne, je veux dire, c'est pas comme travailler peut-être dans Hochelaga, mais je veux dire, tu as vécu ça aussi. Oui, j'ai déjà eu, l'année passée, il y a un gars que je connais. Il est rentré à 11h moins 5 dans le magasin, puis il était intoxiqué, il était fini. Il a dormi devant la caisse, sur le plancher. À 11h moins 5, j'étais en train de me préparer pour fermer. J'étais obligé d'appeler la police. Ils ont venu le réveiller, le mettre dans l'auto, puis l'envoyer chez eux. Puis ça, c'est un des exemples que je peux te dire. On va maintenant faire réfléchir les gens, parce que comme on le dit, à se comparer, on se console. J'ai déjà dit, moi... par rapport à mes grands-parents qui ont vécu l'occupation nazie. Mes grands-parents étaient français, belges. Mon grand-père a été prisonnier des nazis pendant 9 mois dans un camp de concentration. Est-ce qu'il l'a sauvé? Il parlait allemand quand il est passé devant un panel. Ma grand-mère était enceinte. Ce sont les chars d'assaut dans les rues, disons, de Paris. Quand tu t'en vas avec des coupons chercher de la bouffe, tu ne sais pas si tu vas revenir ou tu ne vas pas te faire violer, peu importe, parce que c'était vraiment des fous. Toi, tu as vécu la guerre dès ta naissance. Tu es né en 1975 au Liban. Oui. Et toi, tu as vécu même un épisode où tu as été 7 mois, tu me disais, dans le sous-sol avec ta famille, où ça bombarde. Mais toi, tu as connu de 1975 à ton arrivée au Canada, qui va m'amener à ma prochaine question en 99. Tout ce que tu as vécu dans ton pays, c'est la guerre et le désordre social. Exactement. C'est à cause le gouvernement c'est tout des monde corrompus moi, j'ai vécu, surtout en 89, 90, la guerre entre les Libanais. C'est ça, qu'est-ce qui est passé entre les Libanais, entre le gouvernement, l'armée libanaise, puis les rebelles. On est resté, je me souviens, j'ai resté avec ma famille dans le sol 7 mois sans sortir dehors. On sortait juste. Et tu entendais bombarder? On entendait. Parce que là, c'est la milice rebelle contre le gouvernement. Ça bombarde n'importe où, il n'y a plus de règles. C'était pas facile, ça m'a marqué beaucoup. C'est pas facile de rester 7 mois dans une place. C'est pour ça que je dis à se comparer, on se console, parce que les gens qui se plaignent de la COVID, c'est sûr que c'est pas facile. Ça, c'est rien. Mais il y a pire. Il y a pire, il y a pas mal pire. Tu sors juste pour chercher quelque chose, mais comme en volant, tu sors puis tu rentres. Tu espères que tu vas revenir sain et sauf à ta place. Il n'y a pas grand-chose à manger. Non, pas vraiment. Pas de choix. Non, pas de choix. Tout ce qui restait dans les dépanneurs ou dans les grosses superficies, c'est ça que tu vas prendre. Sinon, il faut que tu... Puis je me souviens, on a mangé pendant une semaine le même repas. Qui était un mets libanais, c'était le chitaou, que ma mère elle avait dans le congélateur. Elle sortait chaque fois une petite quantité pour qu'on puisse survivre cette semaine-là de guerre. Puis, non, c'était facile. Es-tu retourné au Liban depuis 1999? J'ai retourné, oui, plusieurs fois. As-tu trouvé une évolution? Un peu, mais maintenant, ça a commencé. Ça revient comme ça. C'est pas la guerre, c'est juste entre eux autres, c'est le gouvernement. Puis, Donc, la guerre a motivé que tu as émigré au Canada. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu as acheté un dépanneur? Moi, j'étais au début à l'Université de Montréal. Puis après ça, c'est mon oncle il y avait un dépanneur dans le temps. George? Non, c'est le frère de mon père. Okay. C'est lui, j'ai travaillé avec lui 6 ans. Puis c'est là qu'il m'a amené à continuer le travail au dépanneur. Oui. Ouais. C'était à Laval, dans le fond, à Saint-Dorothée. Latif, je te remercie. C'était spécial pour moi. Ça fait longtemps que je te connais.
Je vais te faire un beau compliment. Je trouve que tu es le meilleur dépanneur que j'ai connu. Merci. Parce que tu as le même sourire derrière la caisse. Et je vois parfois, quand j'y vais, qu'il peut y avoir des situations où des gens... c'est pas tout le monde qui est poli. Et c'est pas tout le monde aussi, comment je pourrais dire, qui reste calme en cette période difficile de COVID. Et ça prend un bon Québécois, la couenne dure. Exactement. Hein? Je te félicite en passant. Merci. Puis on va se voir bientôt parce que je vais aller m'acheter quelque chose de dépanneur bientôt. Bienvenue. Je te remercie, Latif, et en même temps, je vais souligner l'apport de toute ta famille parce que vous êtes tous dans le même moule, toujours très gentils. C'est très agréable. Quelle est l'adresse justement de ton dépanneur à C'est le Terrebonne? 102 rue Saint-Louis à Terrebonne. Merci, Latif. Merci à C'était toi. très intéressant. Merci. Maintenant, je vais vous parler avec enthousiasme d'un nouveau partenaire qui s'est joint à l'équipe, soit la zone vêtements de sport et classiques. Ça fait déjà un certain temps, mais c'est un des derniers à se joindre à l'équipe. C'est situé au 148 Notre-Dame. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. La zone vêtements de sport et classiques, c'est une super belle boutique qui vous attend. Et comme je vous le dis, c'est situé au 148 Notre-Dame. Maintenant, en terminant, on a bien hâte que des mots comme pandémie et distanciation et masque quittent notre vocabulaire. Mais le mot d'ordre, je pense, c'est de faire attention, évidemment, mais c'est de respirer par le nez. Comme notre ami Latif le disait si bien, il y a des gens qui ont perdu patience et parfois pour rien, et qui déversent leur fiel sur les autres. Ça ne vaut pas la peine, ça s'en vient. Et dites-vous que quand ça va pas mal, quand ça va mal plutôt, c'est que ça va bien aller. Donc, restez des leaders positifs. N'allez pas sur, exemple, sur Facebook pour dire toutes sortes de choses par rapport à la conspiration, parce que la conspiration, il n'y en a pas. Et la maladie est bien présente. N'oubliez pas, en terminant également, les 3 mots magiques, appelez un ami, comment ça va, ça ne coûte pas cher, vous allez semer un brin d'optimisme dans le cœur des gens. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres, à la semaine prochaine.